J'ai sollicité le professeur Thierry pour du coup des exposés. Il y en aura donc deux sur la thématique finalement de la réanimation par rapport à tous nos patients. Quand on se pose des questions, sont-ils éligibles ou non à une réanimation? On a donc deux présentations aujourd'hui sur le critère d'admission en réanimation et une autre le 27 mars qui sera sur les conséquences psychologiques d'un séjour en réanimation. Et du coup, je remercie beaucoup professeur Thierry, réanimateur au CHU de Saint-Étienne, d'avoir répondu présent pour ces thématiques. Merci à vous, merci pour votre invitation et puis pour aborder cette question qui est une question assez, enfin, pour nous en tout cas, qui est une question très, très importante et quotidienne. Je n'ai pas de conflit d'intérêt industriel, j'ai quelques conflits d'intérêt académiques pour ma participation à certaines instances de ma spécialité. Bon, il faut revenir, je pense, à l'origine de notre affaire. La réanimation, c'est une spécialité très jeune, qui est née dans les années 50, lors d'une épidémie de poliomyélite en Europe du Nord. Et à partir de ces années-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des tas de choses. Et très vite, la question s'est posée et se pose quotidiennement on peut faire des tas de choses, mais faut-il faire des tas de choses? Et faut-il faire des tas de choses à tous les patients qu'on nous propose? Alors, parce que techniquement, on pourrait prendre tous les malades en réanimation. Bon, mais en fait, c'est ni possible naturellement d'un point de vue capacitaire. Et là, il y a une question de justice distributive. On a un nombre de lits réduit et il faut bien prioriser. Mais même au-delà de ça, est-ce que c'est même souhaitable? Et probablement pas, parce que un séjour en réanimation n'est pas anodin. Et il faut prendre en compte le coût, entre guillemets, et là, pour pas le coût financier, mais le coût euh, physiologique, psychologique, familial, etc., pour les patients qui est associé à une admission en réanimation. Et donc, il faut bien peser l'indication d'un passage en réanimation avec, à mon sens, deux concepts que je vous fais partager. Le premier, c'est que euh, la réanimation a beaucoup d'effets secondaires. Et donc, oui, pour la réanimation chez les malades chez qui il y a un vrai espoir qu'ils en bénéficient, mais si dans notre réflexion, dans notre balance, les désavantages, les risques, les inconforts, la pénibilité, les dommages de la réanimation sont supérieurs à ce qu'on peut en attendre, bah, il faut s'abstenir. Et effectivement, c'est pas si simple. Et puis le deuxième concept auquel moi je suis assez attaché, c'est que il n'y a pas d'histoire de cap à passer. On nous appelle souvent, on nous dit voilà, est-ce que tu peux prendre ce patient, il a ci, il a ça, prends-le dans ton service, tu lui mets un peu de noradré, tu l'intubes quelques jours, tu lui fais passer le cap et on le récupère. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Il n'y a pas de cap à passer. C'est pas un petit ruisseau comme vous voyez sur la photo qui suffirait d'enjamber lors d'une randonnée dans la montagne, mais c'est plutôt un espèce de fleuve en crue. Et quand on se lance dans la réanimation, d'abord, on n'est pas sûr d'arriver de l'autre côté du fleuve. Et si on arrive de l'autre côté du fleuve, il se peut qu'on soit un peu cabossé une fois qu'on arrive sur l'autre rive. Et donc, il faut bien garder en tête que quand un malade rentre en réanimation, il ne va pas reprendre le cours de sa vie là où il l'avait laissée. Mais il va la reprendre, plus, s'il la reprend, mais plus basse. Parce qu'il y a un impact considérable sur tous les plans que j'ai décrits, physiologique, psychologique, familial, etc., social, financier, enfin, il y a énormément d'impact. Et donc, il faut se sortir de l'idée qu'on passe juste un petit cap de quelques jours en réanimation et puis ensuite on reprend les affaires là où on les avait laissées avant. Alors c'est pour ça que je me suis permis de reformuler la question euh, qui était posée. La question, à mon sens, c'est quels patients peuvent bénéficier d'une hospitalisation en réanimation. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est le patient que j'ai devant moi, dans tout son environnement, est-ce qu'il va bénéficier d'une tentative de le sauver par la réanimation ou est-ce que c'est pas un bénéfice pour lui? Et sachant que le bénéfice là-dedans n'est pas binaire, survie, pas survie. Et on va voir ça. Alors, comme j'ai eu la chance qu'on m'ait accordé deux créneaux, eh ben, aujourd'hui, on va regarder ce qui impacte la survie. Et donc, on va regarder les facteurs qui font qu'un malade a des chances de survivre ou de ne pas survivre en réanimation. Et puis, la prochaine fois qui se trouvera être le 27 mars, on regardera plutôt les conséquences de la réanimation, à la fois pour le patient qui en a survécu, mais aussi pour ses proches, et de voir finalement bah, la réanimation, oui, mais à quel prix. Donc,
première partie du topo aujourd'hui, survie, oui, non. Deuxième partie, survie, d'accord, mais à quel prix? Alors, si on prend un peu la trajectoire d'un patient qui est proposé à la réanimation, tout ce qui va avoir une influence sur son devenir. Il arrive avec sa pathologie aiguë, ses comorbidités, éventuellement une pathologie sous-jacente qui est prédominante, une cirrhose, un accident vasculaire cérébral, un cancer, une hémopathie maligne, qui va être très importante, son âge, son degré d'autonomie, sa fragilité, on en parlera un petit peu. Tout ça, ça va avoir une influence très importante sur son devenir et sur ses capacités à survivre ou pas à la maladie aiguë qui l'amène en réanimation. Puis, bien sûr, son choix, alors qu'il le formule au moment où la question de la réanimation se pose ou qu'il l'ait formulé antérieurement sous forme de directive anticipée, on ne peut plus faire abstraction du choix du patient et de sa volonté ou pas, son acceptation ou pas d'aller traverser l'épreuve que représente la réanimation. Et puis ensuite, son séjour en réanimation, qui est centré autour des défaillances d'organes, des éventuelles suppléances de ces défaillances d'organes, de tout ce qui peut se passer pendant le séjour, c'est-à-dire tout un tas de complications qui arrivent presque inévitablement pendant beaucoup de séjours de réanimation. Au sein du séjour, il y a le poids très important, enfin, le rôle très important que prennent la famille et les proches de façon générale. Et puis, il y a la durée de séjour. Euh, Grosso modo, moins longtemps on est exposé à la réanimation, mieux c'est. C'est comme au-dessus du 8000 mètres d'altitude, il vaut mieux pas rester trop longtemps exposé au-dessus du 8000 mètres. Ben, la réanimation, c'est un petit peu pareil. En moyenne, hein, pour vous donner une idée, la durée moyenne de séjour en réanimation, c'est autour de 6 jours. Aujourd'hui, c'est 7 jours. Il y a des patients qui ont des séjours très courts et assez peu impactants, et puis des patients qui restent 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ceux-là, pour qui la pente à remonter est extrêmement longue. Et puis après, la question à se poser, c'est quel est l'objectif qu'on a à la sortie? Est-ce que c'est la survie en réanimation, la survie à l'hôpital, sachant qu'il y a un certain nombre de patients qui survivent à la réanimation, mais qui ne survivent pas à l'hôpital, qui meurent après leur sortie de réanimation? Est-ce que c'est le retour à domicile? Est-ce que c'est le retour à domicile, mais avec une qualité de vie qui permet la reprise du travail, la reprise d'une vie sociale, familiale, sportive, etc.? Et là, c'est très important parce que dans beaucoup d'études en réanimation, l'endpoint, c'est la survie à J28 ou J90 éventuellement. Mais quand on regarde un peu en finesse, la proportion de patients qui peuvent réellement reprendre leur vie de famille, leur boulot, les mêmes revenus financiers qu'ils avaient avant, les mêmes activités qu'ils avaient avant, cette proportion-là, elle est beaucoup plus faible que ceux qui ont simplement survécu à J28. Et puis, il y a le PIC, ça on en parlera la prochaine fois, le syndrome post-réanimation. Le PIC, c'est le post-intensive care syndrome, qui est un truc qui était complètement sous les écrans radars, sous les radars jusqu'à il y a une quinzaine d'années, et qui maintenant est un peu au premier plan. On s'intéresse beaucoup à ce que deviennent nos patients après la réanimation. Donc, il y a le syndrome post-réanimation qui est le PIC, et puis le PICS family, c'est les conséquences de la réanimation sur toute sa famille et tout son entourage. Et puis, bah, une des évolutions possibles des malades en réanimation, malheureusement, c'est de décéder. En gros, dans la plupart des réanimations, la proportion de décès est autour de 20-25% selon le type de patient qu'on reçoit. Alors, ça veut dire quand même que 75 patients, 75% ou 80 patients, 80% des patients survivent, mais ça veut dire quand même qu'un sur 4 ou un sur 5 décède. Alors, si on regarde de plus près la question de la pathologie aiguë, vous savez que si vous avez eu affaire à des réanimateurs, on raisonne beaucoup en défaillance d'organes, de façon un peu basique. Là, je vous ai mis ce qu'on appelle le score SOFA. Bon, c'est un score comme un autre, on l'utilise beaucoup, en particulier dans le sepsis. Mais en gros, on découpe les malades selon leur défaillance pulmonaire, hémodynamique, neurologique, hépatique, rénale et hématologique, cérébrale. Enfin, je ne sais plus dans quel ordre je les ai mis. Mais voilà, en gros, c'est les 6 défaillances d'organes. Ce score-là, on ne l'utilise pas réellement dans notre vie quotidienne. Il est plutôt fait pour homogénéiser les patients dans les études. Mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que plus vous avez de défaillance d'organes, plus votre risque de décès est élevé. Si vous êtes juste ventilé mais que tout va très bien par ailleurs, ça va. Si vous êtes ventilé mais qu'en plus vous avez de la noradrénaline, ça va moins bien. Mais si en plus vous avez une insuffisance rénale
alors là, c'est pas terrible. Et si en plus vous avez une défaillance hépatique, là, ça va pas du tout, du tout. Et donc, les défaillances ne se valent pas, elles n'ont pas exactement le même poids dans la survie. En revanche, elles s'additionnent et elles s'additionnent de façon un peu exponentielle. Donc, grosso modo, un patient qui a 3 défaillances d'organes, statistiquement, hein, la survie est autour de 50%. 4, c'est plutôt 70-80% de mortalité. Et au-delà de 4, c'est de la survie qui est vraiment beaucoup plus exceptionnelle. Et ça, c'est à mettre en lumière, on le verra tout à l'heure, avec l'état antérieur du patient. La même chose, les mêmes défaillances chez quelqu'un qui a 30 ans, qui est sportif, qui n'a aucune autre maladie, c'est naturellement pas du tout pareil qu'un patient cirrhotique de 80 ans qui aura les mêmes défaillances. Donc ça, c'est notre façon de raisonner de façon très purement réanimateur. Mais il y a aussi la pathologie sous-jacente. Toutes les pathologies ne se valent pas. Je vous en ai mis quelques-unes en exemple. Un choc septique, qui est une des maladies très graves qui conduit les malades en réanimation, et ça représente une grosse partie de notre activité. Tout confondu, c'est à peu près 40% de mortalité. Mais d'autant plus que les défaillances d'organes sont importantes. Un patient qui a besoin de 48 heures de petites doses de noradrénaline, c'est pas, le pronostic est peu impacté, mais le même qui est intubé et qui a une insuffisance rénale, une défaillance hépatique, etc., c'est complètement autre chose. Et au sein des chocs septiques, par exemple, il y a une entité un peu particulière qui est la choc septique à point de départ urinaire, parce qu'ils ont la caractéristique d'être assez rapidement évolutifs, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'un patient arrive avec une pyélonéphrite obstructive, par exemple, vous lui mettez une sonde double J, les bons antibiotiques, tac, tac, très grave pendant 24 heures, et très rapidement, ça se règle. Et donc, un patient âgé, fragile, qui vient avec un choc septique à point de départ urinaire, on aura moins de réticence à le prendre que si c'est le même avec un choc septique de même gravité apparente, mais sur une pneumopathie ou sur une péricite nécrosante ou sur une péritonite aiguë. Le SDRA, autre grosse pathologie, on a beaucoup le Covid, mais on en a encore même quand il n'y a pas de Covid. On sait que c'est des ventilations prolongées, de la sédation prolongée, toutes les complications de la sédation prolongée, la dénutrition, la myotrophie, les difficultés de réhabilitation, etc. Et on sait que c'est des patients qui vont rester très longtemps. Et donc, bah, la réserve physiologique d'un patient qui doit rester 3 ou 4 semaines en réanimation doit être impérativement prise en compte. Et c'est pour ça que pendant le Covid, il y avait des limites assez strictes qui avaient été mises, parce qu'on savait que les patients partaient pour 3 ou 4 semaines de ventilation mécanique et de sédation, et que tous les patients n'ont pas la réserve physiologique pour ça. Puis à l'inverse, un état de mal épileptique, souvent, ça nécessite d'intuber le patient, mais au bout de 48 heures, 72 heures, c'est réglé. Et finalement, c'est une réanimation à moindre coût, entre guillemets, physiologique. Puis de l'autre côté du spectre, un coma neurovasculaire avec un malade qui se dégrade, pronostic très très mauvais. Une cirrhose décompensée qui commence à avoir des défaillances d'organes, pronostic très très mauvais. Et puis, encore de l'autre côté, une exacerbation de BPCO, des patients qui, à 20-25 ans, on ne prenait plus en réanimation parce qu'ils avaient un VMS à 400 millilitres et ils étaient tout amaigris. Là, il faut une décompensation, ils ont de la VNI pendant 4-5 jours, et puis ils reviennent à peu près là où ils étaient avant, un tout petit peu plus bas. Et voilà. Donc, de façon aiguë, l'interprétation de la situation aiguë, c'est la conjonction de la pathologie qui amène le patient en réanimation et de son découpage en petites rondelles sous forme de défaillance d'organes. Et puis, il y a la question de la pathologie sous-jacente, qui est particulièrement importante parce qu'elle détermine le projet thérapeutique. C'est d'autant plus vrai que les patients ont des pathologies néoplasiques et qui donc, par définition, vont se compliquer et ont une probabilité d'arriver en réanimation. Ça a du sens de les prendre en réanimation si ensuite c'est pour les remettre dans un circuit qui leur permet d'avoir un projet thérapeutique de chimiothérapie, d'immunothérapie ou quelque chose qui va avoir du sens par rapport à leur pathologie chronique. Si, à la sortie du malade de réanimation, le patient ne peut avoir plus aucune immunothérapie, plus aucune chimiothérapie, plus rien pour un lymphome ou une néoplasie, on aura juste servi à constater un échec thérapeutique qui sera juste écalé dans le temps. Donc, le projet thérapeutique, c'est vraiment au centre des réflexions qu'on peut avoir et donc on doit avoir avec vous, parce que vous avez la connaissance du patient de façon chronique et de son projet thérapeutique. Nous, on débarque, mais on a la connaissance de quel va être l'impact de la réanimation sur la possibilité de faire aboutir ou non le projet thérapeutique. Alors, la question de l'âge.
question très complexe. On a des patients de plus en plus âgés, c'est comme ça. Euh, il y a énormément de débats dans la littérature pour savoir s'il faut prendre ou ne pas prendre les patients âgés en réanimation. Je ne veux pas vous montrer trop d'études, mais celle-là est quand même intéressante parce que c'est une énorme cohorte de patients, de 120 000 patients en Australie et en Nouvelle-Zélande, et qui ont découpé en 4 tranches d'âge, et qui montrent quand même que donc c'est une mortalité ajustée, donc à gravité égale, les patients de plus de 80 ans ont 2,7 fois plus de chances de mourir que les malades de moins de 40 ans en réanimation, mais que c'est 5,4 fois plus de chances ou de risque en ce qui concerne la mortalité hospitalière. Donc en lui-même, l'âge est un énorme facteur de risque de mortalité pour les patients qui arrivent en réanimation. Donc ce n'est pas une légende. Oui, un patient âgé en réanimation, indépendamment de sa capacité à remonter la pente après, mais a un risque de ne pas survivre à la réanimation qui est bien supérieur aux malades plus jeunes. Alors oui, on peut faire de la réanimation, mais les limites, c'est celle qu'on a dit, c'est sur la surmortalité. Et moi, je vois une autre limite qui est vraiment très importante, c'est que les patients âgés vont avoir les conséquences de la réanimation de façon accélérée par rapport aux patients plus jeunes. Ils vont perdre des muscles, ils vont se dénutrir ou être dénutris beaucoup plus rapidement, ils vont avoir des altérations de leur fonction cognitive euh, beaucoup plus rapidement. Ils vont avoir une possibilité de récupération motrice, cognitive, beaucoup plus lente. Et en fait, si on ne fait pas attention, en mettant des patients âgés en réanimation de façon excessive, on va fabriquer de la dépendance. Et c'est très important parce que un patient de 90 ans, qui est en pleine forme, qui se balade, qui va ranger son bois, machin, qui randonne, etc., il a une vie formidable. Il vient en réanimation, il a la plus grande probabilité c'est qu'il sorte de réanimation en ayant perdu tout ce qui faisait sa vieillesse de qualité et en ayant acquis la dépendance. Et donc, on transforme ce monsieur en un monsieur dépendant, avec les conséquences pour lui, pour sa famille, pour la collectivité, l'institutionnalisation en EHPAD, etc. Et donc, c'est une vraie question, c'est est-ce que nous, on doit être une machine à fabriquer des personnes âgées dépendantes et est-ce qu'on pense que la survie, c'est à ce prix-là? Ou est-ce qu'on considère que non, la survie n'est pas à ce prix-là et fabriquer de la dépendance, ça ne fait pas partie de nos missions? C'est un peu, j'exagère un peu le trait, mais vous voyez un peu l'idée, mais c'est extrêmement important. C'est pas parce qu'un patient de 90 ans est en pleine forme que ça le met en condition pour tenir le choc devant une hospitalisation de réanimation. C'est vraiment, vraiment un petit peu assez important. Puis accessoirement à ça, les autres limites, c'est l'allocation des ressources, parce que c'est des places qui sont chères. Alors naturellement, on fait de la réanimation moins invasive, on fait de la VNI, l'oxygène à haut débit, on met des petites doses de noradré, on met les malades plutôt en soins intensifs qu'en réanimation, mais ça reste quand même une assez grande limite. Bon, ça, je vais passer. Après, la question de la fragilité. Alors, on ne connaissait pas beaucoup ce concept jusqu'à une dizaine d'années, et maintenant on l'utilise beaucoup. La fragilité, on utilise très souvent, nous, mais dans beaucoup d'équipes, le score de fragilité clinique qui a été aussi utilisé dans pas mal d'études en réanimation, que je pense vous connaissez, qui a l'avantage que qu'il est validé, la traduction française est validée, et qui dit assez bien, à la fois par les phrases et par les petits pictogrammes, l'état du malade. Et vous voyez qu'on considère un malade en forme avec un Frailty Score de 1, 2, 3, 4 c'est vulnérable et au-delà c'est des patients fragiles. Et grosso modo, à partir d'un score de fragilité à 5, la question de la réanimation doit véritablement se poser. Alors, on va dire qu'à 5 on dit non, mais elle doit quand même se poser et se mettre en balance avec le reste. C'est-à-dire que 85 ans et un score de fragilité à 4, il y a quand même danger pour la réanimation. Donc voilà, ça doit s'agréger avec les autres scores. Parce que ce qu'on sait, c'est que non seulement ça va altérer les capacités de récupération, mais ça va altérer aussi la capacité de survie, parce que notamment cette étude-là a démontré que à gravité égale de réanimation, les patients fragiles avaient plus de mortalité que les patients pas fragiles. Et puis, à la question de l'autonomie, je vais juste en dire un tout petit mot parce que vous vous souvenez sans doute, pendant le Covid, il y avait des grands scandales. Oh là là, les patients en EHPAD, on leur a interdit la place en réanimation, c'est épouvantable. En réalité, Covid ou pas Covid, EHPAD et réanimation, c'est pas vraiment compatible.
déjà chez des patients, comme je vous le disais, plutôt en bonne forme, on a un risque de fabriquer de la dépendance. Si on prend des patients qui sont déjà dépendants, on ne va faire que aggraver cette dépendance. Et je pense que ce n'est pas notre mission. Voilà, la question du choix et des directives anticipées, j'en parlerai pas beaucoup, mais on peut en discuter. Nous, on est voilà, toujours un chiffre très faible de directives anticipées. Et puis un petit mot particulier pour terminer sur l'arrêt cardiaque, parce que c'était manifestement une question importante pour la prise en charge et surtout sur les directives que vous souhaitez avoir sur tel ou tel malade. Est-ce qu'il faut engager une réanimation si jamais il y a un arrêt cardiaque? Alors, l'arrêt cardiaque intra-hospitalier, c'est pas pareil que l'arrêt cardiaque extra-hospitalier. L'extra-hospitalier, majoritairement, c'est des troubles du rythme cardiaque et des rythmes chocables. Là, vous voyez toutes les causes de réanimation, d'arrêt cardiaque intra-hospitalier. Il y a un peu de tout, mais la partie purement cardiopathie ischémique est assez minoritaire. Et puis il y a tout le reste, les 4 H, la hypokaliémie, hypothermie, hypovolémie, ou les 4 T, tamponnade, pneumothorax, thrombose toxique. Bon, il y a tout un tas de causes. Quand on regarde la mortalité des arrêts cardiaques intra-hospitaliers, tout confondu, bah, elle a tendance à diminuer un peu, la survie a tendance à augmenter un petit peu. On était dans les années 2000 autour de 10%, 5-10%. Là, on est plutôt autour de 15-20%. Donc, c'est un petit peu mieux. Ça reste quand même pas terrible. 15-20% de survie avec pronostic neurologique acceptable, c'est pas extraordinaire. Et c'est assez compliqué de savoir quels patients doivent être réanimés ou pas. Je vous ai mis ce score-là que, pour être très honnête, on n'utilise pas, mais que j'ai trouvé dans la littérature en préparant ce topo. Schématiquement, un des éléments qui va avoir le plus de poids dans l'arrêt cardiaque, c'est est-ce qu'il survient devant témoin ou pas devant témoin. C'est-à-dire que si un arrêt cardiaque arrive devant témoin, l'infirmière rentre dans la chambre, le patient lui parle et d'un seul coup, plouf, il fait un arrêt cardiaque, elle est là, elle commence les manœuvres de réanimation, elle appelle du monde, etc. Là, il y a, ça a du sens parce que le temps de ce qu'on appelle le no-flow, c'est-à-dire entre le survenu de l'arrêt cardiaque et le début des manœuvres de réanimation, ce temps-là est très corrélé au pronostic neurologique. Et dès qu'il dépasse 2-3 minutes, le pronostic neurologique est très clairement, pas forcément compromis, mais en tout cas impacté. L'arrêt cardiaque qui survient pas devant témoin, ben, c'est très compliqué parce que vous ne savez pas quand il est arrivé. Si ça se trouve, il est arrivé il y a une demi-heure et là, toute réanimation est complètement vaine. Et donc, compte tenu de très mauvais pronostics de l'arrêt cardiaque, je pense que chez les patients qui font un arrêt devant témoin, ça vaut le coup de mettre une réanimation en œuvre et d'être assez maximaliste, alors sous réserve qu'ils n'aient pas 110 ans et tout ça, mais ça vaut le coup d'être un peu maximaliste. L'arrêt cardiaque qui survient pas devant témoin, dont on ne sait pas quand il est arrivé, c'est plus incertain. Vous voyez, dans ce score-là, le simple fait d'avoir un arrêt cardiaque qui survient dans un endroit qui n'est pas une réanimation ou qui n'est pas où les gens ne sont pas monitorés, c'est déjà considéré comme un signe de gravité. Et si je me suis amusé à mesurer quelques points, mais vous prenez un malade qui a 75 ans, qui est en médecine polyvalente, qui a un arrêt cardiaque en asystolie, ce qui est la plupart du temps, et qui a 10 minutes de réanimation, ça lui fait un score à 17, et un score à 17, ça lui fait autour de 20% de survie grand max. Donc, je pense que les directives que vous pouvez vous donner pour la réanimation des arrêts cardiaques dépendent beaucoup de ce qu'on a dit avant. C'est est-ce que ça a du sens, est-ce que ça aurait du sens que ce patient aille en réanimation à travers son âge, sa dépendance, sa fragilité, sa pathologie aiguë, son projet thérapeutique, tout ce qu'on vient de dire avant. Si la réponse est oui à tout ça, dans ces cas-là, mettre une directive oui pour réanimer un arrêt cardiaque, ça peut s'entendre. Donc j'ai terminé. Et alors c'est un peu difficile de conclure. Je pense que la première chose, enfin, le truc qui est vraiment, pour nous en tout cas, très important, c'est qu'on puisse avoir avec vous des discussions en amont. Quand vous avez un patient qui est bof bof, vous ne savez pas trop comment vous situer, un petit coup de fil, vous nous présentez. Et alors, quand vous avez un réanimateur sur place, c'est plus facile. Ça, je sais que certains d'entre vous ont des centres sans réanimation sur place. Mais que nous, on soit au courant et que vous donne un petit peu notre impression sur bah, voilà, qu'est-ce qui se passerait si ce malade arrive en réanimation, c'est une façon de réfléchir à deux. Vous qui connaissez le patient, nous qui connaissons les conséquences de ce que serait un passage en réanimation. Ça peut être, je pense, une bonne façon. En tout cas, pour nous, c'est très pratique d'avoir anticipé
plutôt que de découvrir voilà, des situations comme ça au dernier moment. Et puis, je vous ai mis un peu ces quatre grands axes, la pathologie aiguë avec tout ce qu'on a dit, le choix du patient et de la famille, tout ce qui fait le patient avant son âge, ses comorbidités, sa fragilité, son autonomie. Et puis, qu'est-ce qu'on vise après? Le projet thérapeutique ou même le projet tout court, retour à la maison, reprise de l'entraînement olympique, ou je ne sais quoi, mais voilà, se projeter, donc qu'est-ce qu'on veut après. Je vais m'arrêter là, ça laisse peut-être un petit peu de temps pour les questions et je vous remercie encore pour l'invitation.